L'Auditorium, c'est un nouvel espace à Alpexpo qui peut accueillir entre 1500 et 2200 personnes pour le spectacle vivant ou les congrès. Une offre complémentaire au summum. 50 collégiens de 6e et 5e répètent toutes les semaines au Conservatoire de Saint-Égrève. Un exemple parmi des centaines d'autres, des actions éducatives financées chaque année par le département. Et puis, c'est aussi un peu grâce à lui qu'on peut voir en ce moment l'exposition Pays Bassari au musée dauphinois. Emmanuel Casarero, président du musée du Quai Branly Jacques Chirac, est l'invité de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 18 avril 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La victime d'une coulée de neige admise mercredi en arrêt cardio-respiratoire au CHU de Grenoble est finalement décédée. Il s'agit d'un Britannique de 27 ans. Il se trouvait sur la route à l'entrée de la station de ski Savoyarde lorsqu'il a été emporté par l'avalanche sur une quinzaine de mètres. Par endroits, des cumuls de neige d'1 mètre ont été observés au-dessus de 1800 mètres dans les Alpes. Il convient encore d'être très prudent ce week-end. L'Auditorium donne le là, même si les concerts ne sont pas forcément les événements visés. Le confort d'écoute promeut d'être optimum dans cette nouvelle salle de l'Agglo qui jouxte le summum à Alpexpo. Et que dire de la lumière avec une vingtaine de projecteurs installés. Une salle qui a accueilli ses premiers visiteurs lors du congrès de la FNSEA il y a quelques jours, mais qui a été officiellement présentée jeudi matin. On a une billetterie de 1500 spectateurs, c'est bien de les avoir ici dans cet auditorium. Le summum est trop grand pour ça. Les spectateurs sont un peu perdus. Donc, et puis après, c'est une histoire de coût aussi pour le producteur. C'est important de louer l'auditorium et non pas le summum quand il y a 1500 spectateurs. Donc c'est vraiment la jauge intermédiaire et elle était utile. Puis la couleur aussi, vous voyez, les sièges rouges tranchent par rapport aux sièges bleus du summum. Donc voilà, il fallait vraiment qu'il y ait un contraste entre les deux salles. La salle, elle est quasiment toute équipée. Quand on arrive, on a le parking, on a le bar, on a les toilettes, on a les loges. Donc ça, c'est ce que peut offrir classiquement une salle, mais on va venir offrir également le son. Et la dernière chose qui était importante ici pour nous, c'est de venir avec une nouvelle manière de travailler notre tarif. On ne va plus louer, en tout cas en mode spectacle, la salle avec un tarif classique. On va mettre un tarif par personne payante. Et ça, c'est quand même une assurance pour les productions, c'est une assurance pour les diffuseurs de savoir qu'elles vont avoir un prix dynamique en fonction du remplissage de la salle. Et le cinéma Le Méliès à Grenoble annonce également l'ouverture d'une 4e salle le mercredi 23 avril. Des acquis pour toujours, accompagner les collégiens dans l'acquis des savoirs lors du temps scolaire, c'est évidemment important. Mais pour leur permettre de développer d'autres aptitudes et d'autres attitudes, le département s'engage aussi avec l'aide des enseignants sur des temps différents. Avec le dispositif Isère collégien, des centaines d'activités sont ainsi proposées, musicales par exemple, Gaëtan Loiseau. Si ces jeunes collégiens ont pu construire ce spectacle musical, c'est grâce à Isère collégien, un dispositif qui leur permet de multiplier les heures d'éducation musicale. Une fierté pour les professeurs de musique qui portent le projet. Ça vient en complément de la fameuse heure unique d'éducation musicale au collège pour des élèves collégiens. Ça fait que là, ça démultiplie leur pratique vocale et leur pratique collective essentiellement. Mais certains des classes chantantes là s'engagent et dans la classe chantante et dans la chorale. Donc certains peuvent faire jusqu'à 4 heures de chant par semaine au collège Chartreuse de Saint-Martin-de-Bignou. C'est-à-dire l'équivalent du temps de français ou de mathématiques. Voilà. Le dispositif permet aux élèves de travailler avec une professionnelle. Ici, c'est Victoria Voskoboy-Nikova qui travaille au Conservatoire de Saint-Égrève. Donc même si au début c'était pas évident à quel moment on va arriver, est-ce qu'on est capable de chanter plusieurs voix, est-ce qu'on est capable de faire un grand chœur entre les deux classes différentes, parce que quand même 5e elle a plus d'expérience, 6e elle est juste commencée. Ce projet ira jusqu'à un spectacle en fin d'année et les élèves de 6e et 5e qui y participent voient dans ce projet une manière de se dépasser et de créer de la solidarité. J'ai bien aimé chanter en public parce que c'était la première fois et du coup j'ai bien aimé. Alors moi je trouve que c'est vraiment super bien le chant parce que des fois ça détend et on peut libérer nos émotions. Et moi je trouve que c'est très bien d'avoir une classe mélangée de différents groupes de 6e, 5e parce que les 5e nous guident beaucoup pour les chansons
Et je trouve ça très chouette aussi parce que ça nous gagne de confiance en nous. C'est vraiment très impressionnant de voir que quand on chante, il y a beaucoup de gens avec nous, qu'on peut chanter à plusieurs voix et tout ça. Ça donne vraiment de la puissance et de l'espoir pour le spectacle aussi. Le dispositif Isère collégien permet d'accompagner les équipes éducatives des collèges dans la construction de projets. Ils peuvent être musicaux, mais pas seulement. C'est un dispositif qui est mis en place par le département de l'Isère pour accompagner des actions culturelles, sportives, autour du devoir de mémoire, autour de l'éco-citoyenneté. Le budget annuel est de 2 millions d'euros, ce qui permet de soutenir 700 projets chaque année. Et bien évidemment, les 2 professeurs de musique du collège Chartreuse continueront de faire appel à ce dispositif pour inscrire dans la durée ces classes chantantes. Et pour l'année prochaine, c'est déjà un peu tard. Les inscriptions pour participer au dispositif en 2025-2026 ont été clôturées ce vendredi soir. C'est l'événement du week-end pour tous les amateurs de skyrunning. La 10e Sky Race des Mathézins organisée par l'Athletic Club Mathézin. Les épreuves commencent samedi, mais vous pourrez suivre la grande course qui compte pour la Coupe du Monde en direct sur Télé Grenoble dimanche matin. 25 km et 1950 mètres de dénivelé, suisse, italien, français. Encore un plateau très relevé cette année et des images à couper le souffle. En raison des récentes chutes de neige, l'horaire de départ devrait être repoussé d'1 heure. Ce sera à partir de 9h15. Ou alors en petite foulée, il y a aussi l'Eversteel, un challenge organisé pour la 5e année par l'association Trio pour l'Everest et le BDS Felma. L'objectif, c'est de gravir le plus de fois la montée de la Bastille et si possible 33 fois, soit 8848 mètres, l'équivalent du dénivelé de l'Everest. Un peu moins engagé sportivement, quoique, mais un peu plus écologiquement puisque les fonds récoltés intégreront un plan de gestion des déchets plastiques dans la région de Khumbu, au Népal. L'Asie, l'Océanie, les Amériques, le Moyen-Orient et l'Afrique. Faire le tour du monde des cultures, c'est ce que nous offre depuis 2006 le musée du quai Branly-Jacques Chirac à Paris. Et en cette saison culturelle, un très beau partenariat avec le musée dauphinois pour l'exposition Pays Bassari en place depuis décembre. On en parle avec vous, Emmanuel Casarero. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes le président du musée du quai Branly-Jacques Chirac. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très contente de vous recevoir. Vous êtes à Grenoble pour participer à un entretien avec Lazare Elundou, directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors cette exposition Pays Bassari, elle est née d'une coopération entre le département de l'Isère et ce territoire qui se trouve entre le sud du Sénégal et le nord de la Guinée. Mais comment est-ce que le musée du quai Branly est-il entré en scène ? Après, une fois que cette première rencontre a été opérée entre le département de l'Isère et le Pays Bassari et que le musée dauphinois en ait été l'opérateur. Ensuite, il se trouve qu'on avait aussi des collections Bassari et tout naturellement, on a accepté de les prêter pour cette très belle collaboration. Donc 68 œuvres ont été prêtées au musée dauphinois. Est-ce que ce sont des collections qui se trouvent déjà dans le musée dans une thématique Pays Bassari ou elles sont disséminées ? Non, ce Pays Bassari est relativement méconnu. C'est vrai que c'est tout à l'honneur du musée dauphinois et du département que d'avoir donné un peu de lumière à ces cultures qui sont en général dans un deuxième plan. On pense à l'Afrique au travers de cultures qui produisent des sculptures, qui produisent des masques, qui produisent des choses en matériaux durables. Et là, on a plutôt une culture qui s'exprime dans des matériaux qui ne sont pas destinés à durer, dans des formes de prestations, de spectacles, enfin spectacles du point de vue de celui qui regarde, mais disons de rituels qui n'ont une vocation qu'éphémère. Et c'est intéressant de pouvoir montrer que ce type de culture existe aussi à côté des autres et ça élargit finalement la perception qu'on peut avoir des cultures africaines. Et il y a même une œuvre qui n'est pas présente, une armoire vide, puisque c'est un masque qui ne peut pas quitter. Oui, c'est cela. Oui, il y a toute cette question aussi des rituels et de la notion de sacré qui peut changer d'une culture à une autre. Et là, en l'occurrence, je crois qu'il a été conseillé au musée de ne pas montrer cette œuvre. Et voilà, donc, comme il y a des œuvres aussi où les conservatrices ne pouvaient pas travailler sur certaines œuvres, puisque les femmes n'étaient pas autorisées à travailler sur certaines œuvres. Donc il y a ces œuvres, il y a aussi
aussi donc, des œuvres du musée du Quai Branly et puis des œuvres qui viennent du Sénégal. Du musée Théodore Monod de Dakar, qui a une collection assez ancienne, qui date des années 30, et dans lequel les objets Bassari sont bien représentés. Et je trouve que c'est une belle rencontre entre des collections qui viennent du pays d'origine, des collections qui viennent de Paris, des collections qui sont également constituées à Grenoble pour cet événement, et une manière de collaboration qui s'affranchit des frontières et des passeports pour mettre en valeur une culture peu connue, je le dirais même au Sénégal. Puisque c'est il faut y aller au pays Bassari, hein, c'est relativement loin. Et donc c'est on ne débarque pas de l'aéroport comme ça. Non, pas du tout, non. Il y a un peu de voiture, un peu de marche. Ces œuvres qui viennent du Sénégal, elles vont évidemment y retourner. Oui, bien sûr, puisqu'elles appartiennent au musée Théodore Monod de Dakar, qui est un musée qui dépend de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est d'ailleurs le directeur de ce musée, qui est un des commissaires de cette exposition, Malik Ndiaye, qui permet aussi cette relation. Alors, c'est aussi quelqu'un avec qui on travaille, nous, au musée du Quai Branly, sur d'autres projets. Donc, c'est un maillage très heureux entre des temporalités et des expositions différentes faites par nous à Paris ou faites ici à Grenoble par le musée dauphinois. Il y a une problématique qui se pose depuis quelques années, c'est celle des œuvres qui ont été enlevées à leur pays pendant tout le temps de la colonisation. Est-ce qu'elles doivent y retourner ? Ah bah oui, en tout cas, c'est la question qui est en partie réglée par des dispositions qui ont déjà été prises par l'État, puisqu'on a procédé au musée du Quai Branly à la restitution de 26 œuvres à la République du Bénin, car il s'agissait d'œuvres qui avaient été prises par la contrainte. Donc tout le travail qui est mené depuis maintenant 5-6 ans, c'est de faire ce travail sur les provenances, c'est-à-dire revenir sur l'histoire de ces objets. Comment sont-ils parvenus en France? Par quelles mains sont-elles passées? Et quels ont été les processus d'acquisition? Et c'est pour s'interroger sur cette question et l'illustrer avec un cas concret et pratique qu'on a ouvert à Paris récemment, au musée du Quai Branly lundi dernier, une exposition qui s'appelle Mission Dakar-Djibouti contre-enquête, et qui revient justement sur cette question de l'appropriation de ces objets. Entre 1931 et 1933. Voilà. On va voir l'affiche de l'expo. Au démarrage concomitamment avec l'exposition internationale coloniale de 1931 à Paris, où on avait reconstruit en carton-pâte le temple d'Angkor Wat, etc. Donc une sorte d'apogée, d'apothéose de la colonisation, et en même temps un moment où la colonisation est remise en question par un certain nombre de groupes politiques et des artistes comme les surréalistes qui avaient apposé des affiches partout en disant « Ne visitez pas l'exposition coloniale ». Vous êtes né à Nouméa, vous êtes Absolument. le premier Kanak à prendre la tête d'un grand musée de l'Hexagone. Face à ces questions des pays du Sud, est-ce que vous êtes particulièrement concerné? C'est un plus? Bon, particulièrement sensible, oui, puis pour avoir été de l'autre côté de la barrière pendant assez longtemps, et puis avoir essayé de trouver aussi des modes de collaboration, parce que au-delà des objets qui ont été pris par la force et qui doivent revenir à leur pays d'origine, il y a aussi cette question de la collaboration. Comment établir une relation de type nouvelle avec les territoires d'outre-mer en ce qui me concerne, ou avec des pays qui sont devenus indépendants il y a plus de 60 ans, mais qui partagent avec la France une histoire coloniale qu'il convient d'examiner, de réexaminer ensemble, d'en faire une contre-enquête finalement ensemble, avec des points de vue qui peuvent être divergents, mais je crois que c'est ça l'intérêt des histoires humaines, c'est d'être à la fois sembler simple vu de loin et extrêmement complexe dès qu'on s'y attache. Le musée du Quai Branly accueille 1 200 000 visiteurs par an. C'est un réel succès. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier ? Ce qui me rend le plus fier finalement dans ce musée, c'est d'abord cette collection très ancienne, mais c'est les gens qui y travaillent, qui sont vraiment dévoués, et également le public. C'est un musée parisien, contrairement aux autres musées parisiens, c'est un musée parisien où l'essentiel de son public, 80% de son public, sont des gens qui vivent en France. Donc c'est une forme d'obligation pour nous d'être en phase avec les questionnements du pays, et d'être en capacité de renouveler également nos présentations en ayant en perspective que les visiteurs qui viennent sont des visiteurs qui viennent et reviennent.
Merci beaucoup Emmanuel Casarero d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Dans Si on parlait aujourd'hui, le champion des 12 coups de midi et autiste Asperger, Paul Elkarat, fait sauter les verrous de l'ignorance autour de son syndrome depuis 6 ans. Et il le fait aujourd'hui en famille avec sa maman. Des enfants au volant d'une Formule 1 ou sur le bitume des 24 heures du Mans, c'est un rêve un peu fou que réalise le Team Galapia depuis plus de 50 ans. Le président Vincent Bourchanin nous raconte cette histoire. Et en pleine chasse aux œufs, on va vous donner un bon plan pour en trouver tout plein, car les œufs viennent de la poule, ça sera peut-être la vôtre, surtout à Volnavé où on peut adopter une poule pour réduire ses déchets. Des idées de sortie comme s'il en pleuvait, mine de rien, et terre promise par la compagnie Les Indisciplinés de La Part d'Ap, une tragicomédie à découvrir samedi soir à l'avant-scène de Saint-Égrève, une troupe de théâtre de migrants dont l'un d'eux a choisi de raconter son histoire de réfugié, des raisons pour lesquelles il a quitté la Guinée après avoir dénoncé les risques écologiques d'un projet de mine dans son village, son voyage et sa vie en France. Une pièce construite à partir d'improvisation des 18 comédiens, tous des exilés. Jérémy Charbonnel vient lui nous raconter ses histoires de papa célibataire en cette fin de semaine à la Basse-Cour à Grenoble. Un spectacle authentique et sincère avec un humour caustique et une touche de tendresse. Jérémy Charbonnel transforme ses échecs en leçons de vie, nous montrant qu'il faut parfois tout perdre pour mieux se retrouver. C'est complet pour ce vendredi soir, mais il reste quelques places pour samedi. Des textes bien tournés issus d'esprits mal tournés. Retrouvez le groupe Cache-Misère samedi soir à l'Épicentre à Tullin pour une formule en duo. Les deux musiciens joueront en acoustique et avec insolence leur verve interminable, des réparties congénitales ainsi qu'une belle paire de tessitures sur une musique plurielle qui va du swing au flamenco en passant par le tzigan. Retour d'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo de ce week-end de Pâques avec quelques belles éclaircies. On se quitte en musique avec Samy Decoster et Digital Blue à l'affiche du Printemps des Carmes, un festival pour fêter la réouverture du Printemps des Carmes à Beauvoir-en-Royon, près de Saint-Marcelin, avec aussi des visites, notamment du jardin. Belle soirée à tous et très beau week-end. On se retrouve pour un nouveau JT mardi. Still feel